Je m'appelle Charlotte, j'ai 41 ans et je suis professeur de lycée. Je vis dans une ville tranquille nichée dans les montagnes de Caroline du Nord. Je croyais avoir un mariage solide, 15 ans sans dispute, sans distance, jusqu'au jour où mon mari est décédé subitement et où je suis entré dans un abri de jardin dont il ne me laissait jamais approcher. À l'intérieur, il n'y avait ni outils ni pièces détachées automobiles, comme il le disait toujours. C'était une pièce pleine de photos cachées, de cartes, de documents bancaires, et sur chacune de ces photos, il souriait avec une autre femme aux côtés d'un adolescent dont j'ignorais l'existence. Si c'était vous, si vous découvriez que la personne que vous aimez avait une seconde famille, que feriez-vous? Pardonner ou creuser jusqu'au bout? Partagez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de suivre la chaîne pour découvrir l'histoire méconnue d'une pièce secrète, d'un testament inachevé et d'un enfant que personne n'osait reconnaître. Je me souviens encore du parfum des lys blancs ce jour-là, ce que Jonathan achetait chaque dimanche matin et qu'il déposait dans le petit vase en verre près de la fenêtre de la cuisine. Après les funérailles, j'ai remarqué que le vase était vide. Et pour la première fois en 15 ans, j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de qui serait la personne qui s'en chargerait. Jonathan était le genre d'homme qui rassurait les autres par sa simple présence. Toujours ponctuel, toujours poli, il n'élevait jamais la voix et ne me faisait jamais me soucier de factures, de contrats ou de comptes en banque. Je l'ai, disait-il avec un sourire rassurant. Je lui faisais confiance parce que je l'aimais et parce que notre vie, du moins en apparence, semblait si complète que je n'avais jamais pensé à la remettre en question. Nous n'avons pas eu d'enfant. Après 3 ans de traitement de fertilité infructueux, c'est moi qui ai choisi d'arrêter. Je ne voulais pas continuer à me traîner entre espoir et chagrin. Un soir, j'ai serré Jonathan contre moi et lui ai murmuré, « Je suis toujours heureux tant que je t'ai ». Il a simplement hoché la tête et m'a attiré plus près. Comme si ce geste pouvait contenir tout ce que nous ne nous disions pas. Avec le recul, je ne sais toujours pas si c'était de l'amour ou de l'évitement. Rachel est arrivée quelques jours après les funérailles. Elle m'a serré dans ses bras pendant un long moment. Son parfum familier de Chanel numéro 5 était presque suffocant. J'adorais Rachel. Je la défendais chaque fois que nos parents la grondaient pour avoir abandonné l'école ou pour avoir alterné travail et emploi. Mais avec le temps, nous avons perdu le contact. Non pas à cause d'une grosse dispute, mais à cause de longs silences que personne n'avait le courage de rompre. « Tu es si forte », murmura Rachel en s'écartant, sa main toujours serrée dans la mienne. Je n'ose même pas imaginer si ça avait été moi. À ce moment-là, je croyais encore qu'elle était là pour pleurer, pas pour apporter autre chose. Ce soir-là, après le départ de la plupart des invités, Rachel entra dans la cuisine et se servit un verre de vin rouge comme si elle était à la maison. Elle s'assit en face de moi à la table à manger, faisant lentement tournoyer le verre dans sa main. « Dis donc, dit-elle doucement. Je sais que ce n'est pas le meilleur moment, mais avant de mourir, Jonathan a dit qu'il m'aiderait financièrement. Je levai les yeux de ma tasse de thé froid. T'aider pourquoi? 30 000. Il a dit qu'il investirait dans mon projet de spa à Durham. Tu te souviens? Je lui ai parlé de l'idée. J'ai froncé les sourcils. Il ne m'avait jamais rien dit de tel. Rachel a laissé échapper un petit rire, comme si j'étais bête. Oh, tu sais, Jonathan est toujours si organisé. Peut-être qu'il n'avait pas encore eu le temps de te le dire ou qu'il pensait que tu finirais par le découvrir. Un sentiment étrange m'a envahi. Comme remarquer quelque chose qui ne va pas dans une pièce familière. Personne ne le dit à voix haute, mais on sait que quelque chose ne va pas. Tes comptes n'ont pas encore été débloqués, n'est-ce pas? A poursuivi Rachel, toujours légère, presque décontractée. Si tu veux, je peux t'envoyer mes coordonnées pour que ce soit plus facile de les transférer plus tard, une fois les choses réglées. J'ai posé mon thé et me suis redressé. Tu me demandes de l'argent pour les funérailles de mon mari? Rachel a souri légèrement et a bu une gorgée de vin. Sans demander, juste pour me le rappeler. Je pense que j'en ai le droit, et je sais que Jonathan voulait t'aider. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui me glaça. Confiante, presque possessive, comme si elle le connaissait comme je ne l'avais jamais connu. Je me suis levé et me suis dirigé vers le placard pour prendre une serviette. Tout pour éviter de lui faire face. Je n'arrivais pas à y croire. Mais en ouvrant le tiroir, mes yeux se sont posés sur un petit cadre photo caché dans un coin. Une vieille photo. Jonathan debout à côté de Rachel, sa main délicatement posée sur son épaule, lors d'une fête de Noël, il y a des années. Je n'y avais pas prêté attention sur le moment. À présent, la chaleur de son regard me donnait la chair de poule.
Je pris la photo et la tournai vers Rachel. Tu as quelque chose à me dire? Elle haussa un sourcil. De quoi? De lui? De vous deux? Rachel posa son verre de vin et secoua lentement la tête. Qu'est-ce que tu insinues? Je suis ta sœur. Je la fixai du regard. Oui. Et je commence à me demander si je t'ai vraiment connu. Rachel soupira, se leva, le regard dur. Tu es en deuil. Je comprends. Mais ne laisse pas la douleur obscurcir ta mémoire. Jonathan tenait à toi. Il m'a dit que tu avais besoin de protection. Il était bon avec tout le monde. Il a insisté sur le mot « tout le monde » comme un rappel appuyé. Mes mains se sont mises à trembler. Quand Rachel est partie, j'ai refermé doucement la porte, mais la même question me revenait sans cesse à l'esprit. Pourquoi savait-elle tant de choses sur Jonathan que moi? Je suis retourné à la table, j'ai vu le demi-verre de vin, la serviette que Rachel avait laissée derrière elle et la photo qui n'était plus dans son cadre. J'ai commencé à comprendre que tout cela ne finirait pas par des funérailles. Cet après-midi pluvieux, je me suis rendu dans l'ancien quartier industriel du sud de Charlotte, l'endroit que Jonathan avait décrit un jour comme un simple espace pour les outils et le bric-à-brac. Je n'y étais jamais allé. Il disait toujours, tu détestes l'odeur de graisse. Rien d'intéressant. Et je l'ai cru. Assez pour ne pas poser la question. L'entrepôt était niché entre des bâtiments en ruine aux toits de tôle rouillés et aux murs couverts de lierre. Sans l'étrange clé que j'avais trouvée dans son tiroir, marquée d'un symbole inconnu, je ne l'aurais jamais trouvée. Je suis sorti de la voiture, serrant la clé de métal froid comme une relique. La portière en acier me dominait. La serrure a émis un clic lourd lorsque j'ai tourné la clé. La porte a gémi en s'ouvrant, révélant un espace épais de poussière et de temps. À l'intérieur, il faisait noir. J'ai cherché l'interrupteur à tâtons. Lorsque les néons du plafond ont enfin clignoté, je me suis figé. Ce n'était pas une cabane à outils. Ce n'était pas un entrepôt. C'était une galerie. Un monde caché dont j'ignorais l'existence. Le mur de gauche était couvert de photos, chacune soigneusement épinglée, numérotée, annotée d'une écriture que je connaissais trop bien. Le mur de droite présentait une carte du monde avec des lignes rouges reliant Charlotte à Lisbonne, de Toronto à Tokyo. Sur le bureau, des documents financiers soigneusement empilés, d'épaisses enveloppes et des postes TS sur lesquels défilait l'écriture de Jonathan. Je me suis approché du premier mur de photos. Jonathan était là, mais pas dans la version que je connaissais. Pas de chemise blanche, pas de costume impeccable, pas de cravate parfaitement nouée. Il portait des t-shirts gris, les cheveux en bataille, et il souriait librement. Un sourire que je n'avais pas vu depuis des années. À côté de lui, sur presque toutes les photos, il y avait une femme d'au moins 10 ans ma cadette. Cheveux bruns, regard intelligent, pommettes saillantes et un sourire doux. Et à côté d'eux, un adolescent, probablement 18 ou 19 ans. Ses yeux ressemblaient exactement à ceux de Jonathan. Ma main tremblait en feuilletant chaque photo. Derrière elle, il y avait des notes à l'encre bleue. Montagne rocheuse, été 2021. Paris, automne 2022. J'ai adoré les pâtisseries. 14 juin 2024. Dîner de famille. Puis j'ai vu une photo encadrée dans un coin. Bordure argentée. Prise dans un restaurant italien. Jonathan versant du vin. La femme rayonnante. Le garçon levant un verre de jus d'orange comme pour une petite fête d'anniversaire. J'ai eu la gorge serrée en lisant le mot au dos. Ayane Gilles toujours de la famille. Juin 2024. Je me souvenais parfaitement de ce jour. Jonathan avait appelé pour dire qu'il était à un séminaire sur l'investissement au Texas et qu'il rentrerait tard. Je suis resté à la maison, j'ai préparé ses travers de porc préférés au barbecue et même un gâteau aux amandes pour le dessert. Alors, pendant que j'allumais des bougies à notre table, il dînait avec eux. Sa vraie famille. Je devais m'appuyer contre la table pour rester debout. Ma vision était floue, mes oreilles bourdonnaient comme si quelqu'un hurlait dans ma tête. J'essayais de respirer, mais ma gorge se serrait. J'ouvris un tiroir métallique sous le bureau presque involontairement, comme pour trouver une raison. À l'intérieur se trouvait un dossier médical, des feuilles minces, mais les caractères étaient clairs. J'ai parcouru le titre, Rapport de diagnostic cardiaque, Dr Michael René, Charleston at Institute. En dessous, son nom complet, Jonathan R.A.
Diagnostic, insuffisance cardiaque de stade 3. Pronostic, risque élevé d'arrêt cardiaque soudain. Date d'activation, 7 semaines avant sa mort. Je me suis effondré dans le vieux fauteuil pivotant. Mon esprit était vide. Il savait. Il savait qu'il était en train de mourir. Il le savait clairement. Mais au lieu de me le dire, au lieu de me préparer, au lieu de passer ses derniers jours avec l'épouse qu'il avait soutenue pendant 15 ans, il a choisi de le cacher et a passé ses derniers instants avec une autre femme, un autre enfant, un autre monde. J'ai enfoui mon visage dans mes mains tandis que des larmes coulaient à flots, non pas parce que j'étais trahi, mais parce que je ne savais plus qui j'étais dans sa vie. Une épouse, une partenaire, une pièce de théâtre. La pluie martelait le toit métallique. La pièce semblait s'immobiliser. Il n'y avait que moi et les fragments d'une vie à laquelle je n'avais jamais été invité. Puis, soudain, mon regard s'est posé sur un petit coin où une carte était épinglée, avec des lignes rouges s'étirant comme des toiles d'araignée. Un nom est apparu sur l'un des billets, Redstone Equity LLC. À côté, un simple logo et une légende manuscrite. Itinéraire de transfert. Table rase pour EJ. Je l'ai relu doucement. Table rase. Un nouveau départ. Mais le début de qui? Et où étais-je dans ce dessin? Je me suis levé et j'ai commencé à photographier chaque détail possible. Photos, archives, documents, chaque mot griffonné. Je ne faisais plus confiance à personne. Je ne savais plus ce qui était réel. Dehors, la nuit était tombée, mais j'étais toujours là. Dans la pièce que mon mari m'avait autrefois interdite d'entrer. Et maintenant, chaque photo, chaque morceau de papier dans cette pièce ne révélait pas seulement la vérité sur un homme. Cela ouvrait la porte à quelque chose que je n'avais jamais osé imaginer. Je n'étais pas la seule que Jonathan avait laissée derrière lui. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, les images de cette pièce revenaient. Le sourire de Jonathan à côté de cet inconnu. La tendresse dans son regard pour le jeune homme qui lui ressemblait tant. Plus j'y pensais, plus je me sentais étrangère dans ma propre vie. J'ai allumé la lumière de la cuisine et me suis servi un verre d'eau, mais mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'asseoir pour l'empêcher de se renverser. La maison m'est soudain devenue étrangère, comme si je vivais chez quelqu'un d'autre. Puis on a frappé à la porte. Au début, j'ai cru l'imaginer, mais on a frappé à nouveau. Doucement mais fermement. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Presque minuit. J'ai hésité quelques secondes, puis je me suis dirigé vers la porte d'entrée, serrant fermement mon téléphone. Quand je l'ai ouverte, le jeune homme des photos se tenait là, grand, mince, le regard fixe, mais sans agressivité. Ses cheveux bouclés étaient humides de pluie. Ni chapeau, ni parapluie. « Êtes-vous Charlotte ?» demanda-t-il d'une voix basse mais douce. J'ai hoché la tête, une main toujours sur la porte, l'autre serrant mon téléphone. « Je suis Jackson. Jackson Harper. » Il a pris une grande inspiration, comme pour se préparer. Jonathan était mon père. Je ne sais pas combien de temps je suis resté silencieux. Le vent soufflait dans le porche et je frissonnais. Finalement, j'ai parlé, la voix éraillée par la tension. « Quel âge avez-vous » ? 20 ans, a répondu Jackson, les yeux rivés sur les miens. Je suis en 3e année de droit à l'UNC Chapel Hill. Je l'ai regardé dans les yeux et, d'une certaine manière, je l'ai cru. Non pas parce qu'il l'avait dit clairement, mais à cause de son regard, de l'angle de sa mâchoire, de sa façon d'attendre ma réaction sans pression. Chaque détail me rappelait Jonathan. Je reculai et ouvris la porte plus grand. « Entrez » dis-je d'une voix caverneuse. Nous étions assis l'un en face de l'autre dans le salon. La lumière était tamisée. L'horloge murale tic-tac continuait, comme si elle comptait à rebours jusqu'à quelque chose d'irréversible. Je sais que c'est difficile à croire, commença Jackson. Mais je ne suis pas venu ici pour demander quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches, et il y a quelque chose qui, je crois, t'appartient. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une enveloppe légèrement froissée qu'il posa sur la table en verre devant moi. Je le regardai, puis la pris. L'enveloppe était épaisse, lourde, et portait cette légère odeur de papier d'hôpital et d'antiseptique. Je l'ouvris. À l'intérieur se trouvait un testament manuscrit, du papier jauni, d'une écriture indubitable. Jonathan dès la première ligne. Si je n'ai pas l'occasion de formaliser cela, fais confiance au garçon. Il n'a rien fait de mal. Charlotte,
tu es toujours la seule à qui je confie la clé. Redstone Equity, le compte chez First Bridge, le livret d'épargne numéro 2874 et le collier saphir. Tout est crypté comme tu veux. Si tout se détériore, regarde à l'intérieur. J'espère que tu sauras quoi faire. J'ai serré le journal fort, la poitrine battante. Jonathan l'avait su. Il savait que tout finirait par éclater un jour, et que je serais celle qui affronterait les dégâts. J'ai levé les yeux vers Jackson. Tu sais quelque chose sur Redstone Equity? Il a secoué la tête. Pas grand-chose. Ma mère ne s'occupait jamais de l'aspect financier. Mon père séparait tout. Mais je l'ai entendu parler de sources d'argent propres et dire que s'il ne s'en sortait pas, tout irait à celui en qui il avait le plus confiance. Je crois qu'il parlait de toi. J'ai eu un rire sec, incertain s'il était amer ou brisé. C'est drôle, c'était moi qui dormais à côté de lui tous les soirs, et je ne savais rien. Jackson m'a observé un instant. J'ai grandi en attendant, a-t-il dit. En attendant qu'il vienne le samedi. En attendant des SMS. En attendant le jour où il parlerait de moi au monde entier. Mais il ne l'a jamais fait. J'ai dégluti difficilement. Es-tu en colère? Il est resté silencieux, puis a dit, oui, mais je comprends. Et maintenant, je ne veux plus vivre dans son ombre. J'ai sorti le collier de saphir de la poche de mon manteau. Jonathan me l'avait offert 2 jours avant sa mort. J'ai pensé que c'était un doux cadeau d'adieu. J'ignorais que c'était la clé de tout un système secret. Je ne suis pas sûr d'être prête pour ce qu'il y a dans cette boîte, ai-je murmuré. Tu n'as pas à le faire seul, a dit Jackson, le regard fixe. Je suis là, et si tu me le permets, je veux aller jusqu'au bout avec toi. J'ai ressenti une lueur. Pas de l'espoir, juste le sentiment de ne plus être complètement seul. Jackson a regardé autour de lui, ses yeux se posant sur la photo de mariage accrochée au mur. Tu l'aimais à ce point-là? Je ne me suis pas retourné pour regarder la photo. J'ai juste murmuré, j'ai aimé un homme qui, il s'avère, n'a peut-être jamais vraiment existé. 2 jours plus tard, j'étais assise sur le siège passager de la vieille voiture de Jackson, regardant les rangées de chênes touffus le long de la South Carolina Highway se brouiller comme des pensées. Je ne pouvais pas nommer. Autour de mon cou. Le pendentif en saphir était froid, comme s'il comprenait exactement où nous allions. Jonathan l'avait autrefois appelé son bureau satellite, un petit espace du centre-ville de Charleston utilisé pour des réunions discrètes à l'abri des regards. En 15 ans de mariage, je n'avais jamais été autorisé à y entrer. Je ne m'en étais jamais demandé la moindre idée. Jackson entra au sous-sol d'un grand immeuble de verre. Le bureau était au 10e étage au bout d'un couloir, complètement à l'écart des rangées de cabinets d'avocats et d'entreprises technologiques qui l'entouraient. Devant la porte, une plaque métallique indiquait simplement Reholdings. Il passa la carte. La porte s'ouvrit avec un léger bip. Les lumières s'allumèrent automatiquement dès que nous entrâmes. La pièce était si soigneusement agencée qu'elle semblait sans âme. Un bureau en bois noir sans décoration, sans cadre photo, sans plante, rien qui ne trahît que Jonathan y avait passé des heures, des jours. Je regardais autour de moi, avec l'impression d'être monté sur scène après la fin de la pièce et que l'acteur principal avait disparu sans prononcer son dernier texte. « Vous êtes sûr ?» demanda Jackson, le regard grave. Le collier possède un mécanisme rotatif spécial, comme une serrure à combinaison. Jonathan savait que j'aimais les objets vintage, alors je pense que c'est un indice. J'ai enlevé le collier, trouvé la petite encoche sous la pierre et l'ai tourné doucement vers la gauche. Un léger clic a retenti. Derrière le bureau, le tableau abstrait accroché au mur s'est légèrement décalé vers l'avant. Jackson s'est approché et a appuyé sur le coin du cadre. Une porte en acier dissimulé est apparue dans le mur. « Essaie » a-t-il dit. J'ai pris une grande inspiration et j'ai glissé la fine pièce métallique cachée dans le collier, en forme de puce, dans le lecteur à côté de la porte. Une lumière verte a clignoté. La porte s'est ouverte, révélant un coffre-fort mural. À l'intérieur se trouvaient 3 objets. Un disque dur noir non marqué, une petite boîte en velours contenant un autre collier. Celui-ci gravait des initiales et une pile de photos de caméras de surveillance imprimées, rangées dans une enveloppe en papier craft. Mes mains tremblaient en ramassant chacune d'elles. Jackson se tenait à côté de moi en silence. « C'était à ta mère ?» ai-je demandé d'une voix forte, désignant le collier d'un signe de tête. « Ma mère aimait l'améthyste » a-t-il dit.
dit-il. Mais c'est du saphir. Je ne l'ai jamais vu le porter. C'était peut-être quelque chose que Jonathan avait gardé. J'ai ouvert l'enveloppe. Mon regard s'est posé sur la première photo. Noir et blanc, net, horodaté. 3 jours après la mort de Jonathan, un homme portant une casquette de baseball et un manteau épais, tête baissée, est entré dans le bureau. Dans cette même pièce, il a fouillé les tiroirs, accédé à l'ordinateur et retiré le disque dur. Sur les 3 photos suivantes, il était clair qu'il avait pris quelque chose emballé dans un sac en tissu noir. Je me suis tourné vers Jackson. Remarquez-vous quelque chose d'étrange? Il a examiné l'image. La porte ne montre aucun signe d'effraction. La personne avait une carte d'accès. J'ai regardé attentivement le coin de la photo, près de son badge d'identification. Le nom était flou, mais le logo délavé d'une entreprise de sécurité privée était visible. J'ai noté le nom de l'entreprise et j'ai posé la photo, le cœur battant. Quelqu'un était entré juste après la mort de Jonathan, quelqu'un qui savait exactement quoi chercher. J'ai pris le disque dur et l'ai pressé dans ma paume. Le métal était glacial. Jonathan n'était pas du genre à conserver des sauvegardes sans raison. S'il avait conservé cela ici, crypté et dans un coffre-fort privé, c'était. Cela signifiait qu'il contenait quelque chose de vital. Avez-vous un outil de décryptage? Demanda Jackson. Je connais quelqu'un qui peut t'aider, dis-je. Un vieil ami de Jonathan. Il travaillait dans la criminalistique numérique. Nous avons quitté le bureau juste au moment où le soir tombait. Dans l'ascenseur, Jackson s'est tourné vers moi. Crois-tu que Jonathan a fait tout ça pour te protéger? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pensé au collier, à la photo d'Élise et du garçon dans cette pièce secrète, aux documents disparus, aux couches de déguisement que l'homme que j'aimais autrefois avait construites. Peut-être en partie, dis-je doucement, mais peut-être était-ce pour lui-même, par culpabilité ou par peur. Nous sommes arrivés à la voiture. Une légère bruine avait commencé à tomber. J'ai baissé les yeux vers le collier que je tenais à la main, celui gravé des initiales d'une autre femme. Pour une raison inconnue, même dans le froid, ma main était chaude, comme si je tenais un souvenir qui n'était pas le mien, mais qu'il me revenait désormais de démêler. Cet après-midi-là, je triais les photos du coffre-fort mural de l'ancien bureau de Jonathan lorsque j'ai entendu la sonnette. Jackson était à la bibliothèque universitaire. J'étais seul dans une maison désormais trop silencieuse. Je n'attendais personne. En ouvrant la porte, je me suis figé. Rachel se tenait là. Elle portait une robe en tricot crème, les cheveux soigneusement relevés, légèrement maquillée, comme si elle était venue présenter ses condoléances une fois de plus, mais son regard avait perdu l'air hébété des funérailles. Il était plus vif, concentré, comme si elle avait attendu le moment idéal pour remonter sur scène. « Tu as quelques minutes ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Je m'écartai et la laissai entrer. Nous nous installâmes dans le salon. Rachel jeta un coup d'œil autour d'elle, s'arrêtant à la table basse où j'avais laissé quelques dossiers et un cadre photo, face contre terre. Elle ne se précipita pas. Elle posa les coudes sur ses genoux, les doigts frottant distraitement sa manche comme quelqu'un qui s'apprête à dire quelque chose d'important. Je sais que ce n'est pas facile à dire, commença-t-elle. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Je pense qu'il vaut mieux que je le dise franchement. Je la fixai sans ciller. Je suis enceinte, dit Rachel d'une voix glaciale. Et le bébé est de Jonathan. L'air devint lourd, comme si tout s'était arrêté. Un frisson me parcourut l'échine. Je sais que c'est difficile à croire, continua-t-elle. Mais c'est vrai. Jonathan et moi, eh bien, on s'est remis ensemble il y a environ 1 an. Ce n'était pas prévu. C'est juste qu'il a toujours tenu à moi. Quand j'étais au chômage, quand mon ex m'a largué, il était là. Je serrais les mains sur mes genoux, mes ongles s'enfonçant dans mes cuisses à travers le tissu. Et tu pensais que ça te donnait le droit de coucher avec mon mari, demandai-je d'une voix glaciale. Rachel soupira. Je ne suis pas là pour me battre. Je voulais juste que tu le saches. Et parce que ça concerne le testament, les biens. Non, coupai-je. Tu n'es pas mentionné dans le testament. Jonathan avait clairement énoncé des dispositions pour son fils, celui dont il n'avait jamais eu le courage de me parler pendant 15 ans. Rachel pencha la tête, un léger sourire aux lèvres. Et le bébé que je porte, Charlotte? Il fait aussi partie de la lignée Az. Impossible de l'ignorer.
Je suis resté immobile, incapable de bouger ou de penser, non pas à cause de ses paroles, mais à cause de son expression. Il n'y avait pas une once de remords dans ses yeux pour avoir trahi sa propre sœur. « Que veux-tu » ai-je demandé. Rachel cligna lentement des yeux. « Je ne cherche pas à déclencher une guerre. Je pense juste que si tu pouvais mettre de côté une petite partie, un peu du fonds d'action Redstone, peut-être que tout pourrait rester secret. Je ne veux pas que ça finisse au tribunal. Tu viens d'entrer chez moi, tu as avoué avoir couché avec mon mari, être tombée enceinte de lui, et maintenant tu dis que tu ne veux pas en faire tout un plat. » Rachel haussa les épaules. Le monde est régi par la réalité, Charlotte, pas par les émotions. Jonathan est parti. Un testament manuscrit n'est pas valable. Si je porte l'affaire au tribunal, la loi donnera raison à l'enfant. Tu as raison, dis-je lentement. La loi pourrait donner raison à l'enfant, mais pas à toi. Rachel se leva lentement et se dirigea vers la table, son regard parcourant la pile de dossiers. Alors, qu'as-tu trouvé, demanda-t-elle, laissant tomber la douceur. Un disque dur. Des photos. Des petits secrets de Jonathan qu'il ne t'a jamais révélés. J'ai trouvé la vérité. Rachel laissa échapper un petit rire. La vérité ne nourrit personne, Charlotte. Seul l'argent le fait. Elle se tourna vers la porte, puis marqua une pause et posa une main sur son ventre. Crois-le ou non, cet enfant fait toujours partie de la famille. Un jour, ils voudront savoir pourquoi les adultes ont été si cruels. Elle la fixa du regard. Tu veux jouer cette carte, Rachel? On peut aller jusqu'au bout. Elle haussa les épaules. Le fait est que tu n'es pas la seule à savoir aller loin. Jonathan m'a appris à obtenir ce que je veux. Elle sortit, ses talons claquant doucement sur le porche. Mais avant de partir, elle se retourna, les yeux fixés sur quelque chose d'étrange. Pas de regret. Je suppose que je n'étais pas celle qu'il avait choisie au final. Mais j'étais celle qu'il ne pouvait pas laisser partir. La porte claqua et j'eus l'impression que tout l'air ambiant s'était évaporé de la pièce. Je m'enfonçai dans le fauteuil. Mon estomac se noua, non pas par jalousie. Je crois sincèrement que Jonathan savait exactement de quoi Rachel était capable, et il l'avait laissé faire quand même. Je baissai la tête, la main posée sur le collier de saphir. Il faisait plus froid que jamais, et je ne savais plus si c'était un symbole d'amour ou la clé ultime que Jonathan avait laissée derrière lui pour réparer ce qu'il n'avait pas eu le courage d'affronter de son vivant. Je ne me souviens plus exactement de l'heure à laquelle j'ai appelé Claire, seulement que ma main tremblait tellement qu'il m'a fallu 3 tentatives pour composer le numéro correctement. J'avais besoin d'elle. Pas seulement pour le disque dur, mais parce que si je voulais découvrir la vérité, je ne voulais pas y arriver seul. Claire arriva en moins d'1 heure. La même femme posée que j'avais toujours connue, les cheveux soigneusement attachés, son ordinateur portable personnel crypté à la main, et le regard aguerri sur lequel je m'étais appuyé pendant les années de crise. Mais rien ne ressemblait à cette fois. Jackson attendait déjà dans le salon, les documents du bureau de Jonathan soigneusement disposés sur la table. La maison était étrangement silencieuse, comme si elle retenait son souffle. « Je suis prête », dis-je en posant le disque dur sur la table. Claire hocha la tête. Celui-ci utilise un cryptage AES double couche, mais si ce que tu as dit est vrai, que Jonathan travaillait dans des fonds d'investissement internationaux, alors je suis sûr qu'il a laissé une sorte de porte dérobée. Jackson me regarda. Serait-ce le collier? J'enlevai le collier en saphir et ouvris le compartiment secret que j'avais utilisé plus tôt pour déverrouiller le coffre-fort. À l'intérieur se trouvait une minuscule suite de chiffres et de lettres gravées en caractères laser. Merci 747 VSC. Je la lus à voix haute. Claire tapa la séquence. Un léger ping retentit et l'écran devint noir. Puis s'afficha un seul dossier, héritage. Je jetai un coup d'œil à Claire. Elle double-cliqua dessus. À l'intérieur se trouvaient 3 éléments. 1. Comptes offshore. 2. Contrat. 3. Message final. Claire ouvrit le premier dossier. L'écran était rempli de PDF, de longues listes de comptes bancaires, de la Suisse aux îles Caïmans, de transferts de fonds, d'autorisations, de rapports trimestriels. Les chiffres, je n'osais pas les lire à voix haute. Chaque ligne représentait un PAN d'une vie que je n'avais jamais touchée. Une vie secrète, sophistiquée, structurée et soigneusement dissimulée. Tout cela relève de Redstone Equity, dit Claire. Mais il y a une nouvelle branche qui s'est séparée l'année dernière.
Elle s'appelle Everwest Partners. En avez-vous déjà entendu parler? Je secouai la tête. Non. Alors il n'a jamais voulu que vous le sachiez, dit-elle, la voix teintée de tristesse. Nous passâmes au dossier des contrats. Des scans d'accords de transfert d'actifs. Certains étaient signés par des noms que je n'avais jamais vus auparavant, mais d'autres portaient clairement le nom de Rachel. A-t-il signé des contrats pour recevoir des actifs de Redstone Equity? Demandai-je en plissant les yeux. Claire rapprocha le dossier. Non, ce sont des autorisations temporaires. Jonathan a redirigé les bénéfices d'un projet vers son nom pour légitimer des investissements nationaux, très probablement pour couvrir des retraits d'un autre compte. J'ai expiré brusquement. Elle avait dit un jour, Jonathan m'a appris à obtenir ce que je voulais. On dirait que ce n'était pas une vantardise. Finalement, j'ai survolé le dernier message avec la souris. Une icône vidéo est apparue. Je n'ai pas cliqué tout de suite. Mon cœur a fait un bond. L'écran est passé du noir au noir. L'image était granuleuse au début, puis s'est accentuée. Jonathan, chemise délavée, cheveux en bataille. Son visage était vide, épuisé. Ses mains étaient serrées sur le bureau, comme s'il rassemblait toutes ses forces pour dire ce qu'il avait trop longtemps gardé enfoui. Charlotte, a-t-il commencé d'une voix basse et craquante. Si tu regardes ça, c'est que je n'ai jamais eu l'occasion de t'expliquer. Il a baissé la tête. Lorsqu'il a relevé les yeux, ses yeux n'étaient plus ceux de l'homme qui m'apportait des fleurs tous les dimanches. C'étaient ceux d'un homme qui savait qu'il avait brisé quelque chose d'irréparable. Je n'ai pas pu protéger Élise. Je sais que tu te doutais de quelque chose et tu avais raison. Rachel savait pour Élise, pour Jackson, mais ce que je n'ai jamais dit, ce que je ne pouvais pas dire, c'est que je crois que Rachel était responsable de l'accident qui a coûté la vie à Élise. J'ai retenu mon souffle. Je n'ai pas de preuves, mais Élise m'a dit qu'elle avait été menacée. Quelqu'un l'a appelée, lui disant que si elle essayait de quitter le pays avec notre fils, un accident pourrait se produire. Élise n'y croyait pas. Mais le jour où elle a fait sa valise, prête à partir pour l'aéroport, les freins ont lâché. Personne n'a survécu, sauf Jackson. Je me suis retourné pour le regarder. Il fixait l'écran, les yeux fixes. Jonathan a continué. J'ai vécu comme deux hommes, Charlotte. L'un avec toi, paisible, ordonné, et l'autre avec Élise, téméraire, libre. J'étais égoïste. Je vous aimais toutes les deux, mais je n'ai pas eu le courage de choisir. Alors, j'ai tout laissé filer entre mes mains. Il a baissé la tête en silence un instant. J'ai laissé tous les documents, tout ce qu'Élise savait, tout ce dont elle m'avait prévenu. Si tu les trouves, utilise-les à bon escient. Tu es la seule personne que je n'ai jamais voulu blesser. Et la dernière en qui j'ai confiance pour arranger les choses. Jonathan leva les yeux, les larmes aux yeux. La dernière fois que je l'ai vu pleurer, c'était au décès de sa mère. Je suis désolé, Charlotte, pour tout. L'écran devint noir. Personne ne parla pendant une minute entière. Claire posa doucement sa main sur la mienne. Jackson garda les yeux fixés sur l'endroit où le visage de son père venait d'être posé. Je sortis, laissant le silence me suivre à l'air libre. La pluie venait de cesser. Le sol était encore humide, mais l'air était frais et vif. Je ne savais pas ce que je ressentais. Colère? Pitié? Honte? Non. Tout s'était transformé en quelque chose de complètement différent, la clarté. Je savais maintenant que je n'étais pas seulement une épouse trahie. J'étais un témoin, le seul lien vivant qui subsistait entre trois personnes, Jonathan, Élise et Rachel. Et avec cette vidéo, je tenais l'aveu final et le début d'une confrontation que je ne pouvais plus éviter. J'ai choisi un petit café dans le vieux quartier, où le soleil filtrait à travers les vignes de la terrasse et où l'odeur des pâtisseries se mêlait à celle du café frais. Un endroit suffisamment paisible pour cacher l'orage qui allait éclater. Rachel est arrivée à l'heure. Elle portait une robe de maternité bleu pâle, un verre de jus d'orange à la main et souriait comme si rien ne pouvait l'atteindre. Courir? Tu m'as invité, a-t-elle demandé en inclinant la tête. Je suis surprise, ai-je acquiescé en tirant sa chaise. Je pensais qu'on devrait parler de femme à femme, a-t-elle ri. Comme des sœurs ou comme deux femmes qui aiment le même homme. Nous avons commencé par des banalités. Elle m'a demandé si j'avais l'intention de vendre la maison. Je lui ai demandé quel prénom elle avait choisi pour le bébé. Aucune de nous n'a mentionné Jonathan.
Aucune de nous n'a touché au gaufre sur la table. Finalement, j'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai posé une petite boîte en plastique sur la table sans un mot. Rachel l'a regardée comme si c'était une lame. C'est quoi ces documents? J'ai dit à propos de Jonathan, d'Elise, de Jackson et de ces choses que tu pensais que personne n'avait encore. Elle s'est penchée en avant, prête à les saisir. Je posai ma main sur la boîte, l'arrêtant. Elle leva les yeux. Son visage commençait à se décolorer. Je ne vais pas donner ça à la police, dis-je. Je n'irai pas au tribunal. Je n'appellerai pas la presse. Elle plissa les yeux. Alors, que veux-tu? Je veux que tu sortes de la vie de Jackson. Je veux que ton enfant naisse sans que rien ne pèse sur lui. Je veux que tu comprennes. Je ne suis pas là pour me venger. Mais si tu t'approches encore de nous, je ne me tairai pas, Rachel ricana, mais je vis ses doigts trembler. Et que crois-tu pouvoir faire? Je n'ai rien à faire. Il me suffit d'envoyer un email. Elle se tut. La suffisance disparut de son visage. Son regard était désormais plus perçant. Tu te crois meilleur, dit-elle doucement. Tu crois que le pardon te rend noble? Non, le pardon est quelque chose que j'apprends encore. Mais je choisis de lâcher prise. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je refuse de m'enfermer dans la colère. Elle pinça les lèvres. Et Jonathan, tu penses qu'il t'a choisi? Non, dis-je. Il n'a pas choisi l'un de nous. Il a choisi la lâcheté. Et à la fin, nous avons tous les deux perdu. Rachel s'assit toujours un instant, puis chuchota. Vous ne comprendrez jamais ce qu'il a vu en moi. Peut-être pas, dis-je. Mais je le sais. S'il était vivant et que vous voyez toujours des gens de silence, il serait plus dégoûté par cela que par toute erreur qu'il avait jamais commise. Je me suis tenu, j'ai ramassé la boîte. Je garde l'original. Si vous voulez une copie, j'enverrai une version expurgée. Mais n'oubliez pas, je ne suis plus quelqu'un que vous pouvez manipuler. J'ai d'abord quitté le café sans regarder en arrière. Quand je suis arrivé à la maison, mon téléphone a commencé à bourdonner dans mon sac, un numéro inconnu. J'ai presque refusé l'appel, mais quelque chose m'a fait faire une pause. C'est Charlotte. Il y avait un silence à l'autre extrémité, puis une voix femelle douce, à peine au-dessus d'un murmure. Charlotte, c'est moi, Élise. J'ai gelé. Mon cœur s'est arrêté. J'ai attrapé le bord de la table, regardant fixement dans l'espace. Élise, j'ai répété, incapable de croire ce que j'entendais. Ne raccrochez pas, a-t-elle dit. Sa voix était légère mais stable. Je sais que c'est difficile à croire, mais je suis en vie et j'ai besoin de te voir. Pas seulement à cause de Jackson, mais à cause de la vérité, Jonathan n'a jamais eu le courage de dire. J'ai conduit à l'endroit que Élise avait suggéré le lendemain matin. Un petit restaurant de l'ancien quai de Fée à Beaufort, en Caroline du Sud. L'endroit était étrangement silencieux, comme si le temps l'avait oublié. L'air du matin au bord de la mer était frais. L'odeur de sel se mêlant au pain grillé de la cuisine. Le était assis sur le patio, portant un chapeau à large bord et des lunettes de soleil. Elle avait l'air mince, prudente, comme quelqu'un toujours prêt à s'éloigner si quelque chose ne se sentait pas. Je me suis approché, mon cœur battant toujours. Elle a retiré ses lunettes de soleil et j'ai reconnu ses yeux instantanément. Les mêmes que j'avais vus des dizaines de fois dans la salle secrète de Jonathan sur les photos plâtrées à travers le mur. Tu es Charlotte, dit d'abord Élise, sa voix plus douce que je m'attendais. Et tu es la femme que je pensais n'était plus en vie. Nous nous sommes regardés pendant longtemps. Pas comme deux femmes qui aimaient le même homme. Nous aimons deux survivants de la même tempête. Où dois-je commencer? Demanda Élise, plaçant sa main sur la tasse de café intacte. Commencer par le jour de l'accident, ai-je dit. Et pourquoi tu devais disparaître? Élise hocha la tête, regardant la mer. Ce jour-là, je me préparais à emmener Jackson. J'avais acheté des billets d'avion pour Lisbonne, réservé un hôtel temporaire pour nous. Jonathan savait. Il ne m'a pas arrêté. Il m'a même donné accès à un compte séparé. Je n'avais pas encore transféré les fonds quand tout s'est produit. Elle s'arrêta et tira une petite route USB de son sac. La veille de l'accident, Rachel est venue me voir. Elle m'a dit que je devrais reconsidérer si je voulais rester en sécurité. Je ne sais pas comment elle a découvert mon plan, mais elle a fait une menace claire. Heureusement,
j'avais enregistré. J'ai installé une petite caméra dans la voiture après avoir été suivi précédemment. J'ai pris l'USB avec les 2 mains, me sentant comme si je tenais un morceau de vérité qui avait été déformé pendant des années. Élise ne mentait pas. Je l'ai vu dans ses yeux. Il n'y avait pas de plaidoyer, pas de manipulation, juste l'épuisement de quelqu'un qui avait tout perdu et avait dû reconstruire des ruines. L'accident s'est produit le lendemain matin, a poursuivi Élise. J'ai survécu, mais j'ai été gravement blessé. 3 chirurgies, perte de mémoire temporaire. Au moment où je me suis réveillé, Jonathan était parti. Rachel avait disparu. Et j'ai compris. Si je revenais, je ne perdrais pas simplement mon fils. Je pourrais perdre la vie. Vous avez changé votre nom? J'ai demandé. Oui, dit Élise avec un léger sourire. Et toute ma vie, j'ai déménagé à Key West, j'ai travaillé dans une petite librairie. Jackson savait que j'étais en vie, mais je lui ai demandé de rester secrète. J'avais peur que si Rachel le découvrait, elle pourrait faire quelque chose de téméraire. J'ai hoché la tête, une étanchéité se formant dans ma poitrine. Non pas parce que je faisais un coup d'œil, mais parce que j'avais vécu une fois en paix dans l'illusion d'un mariage heureux. Tandis que d'autres ont dû se cacher pour leur vie de l'homme que j'ai appelé mon mari. Je ne te blâme pas, dis-je lentement. En fait, je pense que si j'étais vous, j'aurais peut-être fait la même chose. Élise me regarda, son regard se ramollit. Et Rachel, combien connaît-elle? Je l'ai confrontée, dis-je. Mettez les preuves sur la table. Je ne suis pas rendu public, mais je me suis assuré de comprendre. Si elle s'approche à nouveau de nous, je ne resterai plus silencieuse. Nous nous sommes assis en silence pendant un certain temps. Le soleil se leva plus haut. Le son des vagues résonnait au loin. Que ferez-vous ensuite? Demanda Élise. Je remets tout à mon avocat, ai-je dit. Pour vous assurer que vous et Jackson êtes légalement protégés. Pour vous assurer que personne, pas même Rachel, ne pouvait utiliser le bébé qu'elle porte à nouveau comme effet de levier. Ellie sourit doucement. Jackson vous aime, a-t-elle dit. Il m'a dit une fois, tu es la seule personne à l'avoir écouté sans demander quelque chose en retour. Mes yeux piquaient. Il a trop perdu. Je ne peux pas te remplacer, Élise. Mais s'il veut rester, je m'assurerai qu'il ne se sent plus jamais seul. Nous avons dit au revoir avec un bref câlin. Pas de grands discours, pas de surexclamation, juste une reconnaissance silencieuse que bien que chacun de nous ait transporté un chagrin différent, nous sortions de la même ombre. Cet après-midi-là, j'ai apporté l'USB et tous les documents restants au bureau juridique de Marcus. Il n'a rien dit en regardant les images de Rachel menaçant. Élise. Il n'a pas posé des questions. Il a simplement hoché la tête, puis a appelé un collègue spécialisé dans la protection civile des témoins, commençant le processus de sécurisation légalement la nouvelle identité d'Élise avec des droits complets pour Jackson. Quand je suis rentré chez moi, Jackson était assis sur les marches avant en tenant l'un des vieux livres de Jonathan. Il leva les yeux quand il m'a vu. Je me suis assis à côté de lui. J'ai vu ta mère. Elle est vivante et elle vous aime beaucoup. Je pense que je vais rester ici pendant un moment, a-t-il dit. Non pas parce que ma mère n'a pas besoin de moi, mais parce que quelque chose à propos de cet endroit m'aide à respirer. Je n'en ai pas dit plus. J'ai simplement placé ma main sur la sienne, donnant une douce pression. Après toute la perte, je savais une chose avec certitude. Nous n'étions plus ceux qui ne sont plus laissés. Nous étions ceux qui choisissaient d'aller de l'avant. La nouvelle cuisine était beaucoup plus petite que celle de Charlotte, mais j'en ai adoré chaque centimètre. Le comptoir en chêne légèrement rayé, la lumière du soleil du matin qui coule à travers la fenêtre de l'étagère d'épices, et le vieux tablier floral de ma mère, je suis toujours suspendu au four. Ce matin-là, je mélangeais la pâte à gaufres quand j'ai entendu Élise rire du salon. Jackson a dû raconter une autre histoire. Probablement quelque chose du livre de philosophie qui l'obsédait. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais ce son seul était suffisant pour calmer quelque chose en moi. Comme un lac finalement libéré du poids d'une pierre de longue date. Charlotte, a appelé Élise, poussant sa tête dans la cuisine. Les gaufres sont-elles prêtes? Ils sentent tellement bien. J'oublie comment me rythmer. J'ai souri. 10 minutes de plus, mais si vous choisissez des framboises sur le porche, je pourrais le raser à 8. Élise rit, lui a attrapé le châle et est entrée dans la cour. Ils étaient mère et fils. Ils étaient de la famille. Et moi?
Je ne faisais pas tout ce qui ne se tenait pas à l'extérieur d'un garage, en train de trembler avec un ensemble d'étranges de clés. Restez. Rachel l'a nommée Nora. On remue à l'intérieur de sa couverture, paisible, ignorante, respirant dans un monde non encore touché par la vérité. Cette nuit-là, je suis allé directement à Marcus, mon avocat. Je veux mettre en place une confiance, dis-je. Le nom du bénéficiaire est Norae. Activation âgé de 21 ans. Pas de conditions. Marcus leva les yeux de son dossier. Vous souhaitez exclure la mère de l'enfant de tout contrôle? Absolument, j'ai répondu. Et je ne fais pas ça pour Rachel, il n'a rien demandé de plus. Je n'avais pas besoin que Rachel le sache. J'avais seulement besoin de Nora pour grandir différemment. Pas dans l'obscurité, pas comme une puce de négociation. Elle n'a pas choisi où elle est née, mais je pouvais aider à façonner où elle s'est retrouvée. Ce soir-là, à mon retour, j'ai pris le disque dur, celui qui a tout tenu, des enregistrements passés, des vidéos, des documents, dans mon nouveau bureau à domicile. Un petit espace que j'ai fait pour moi avec des étagères de livres, des fleurs séchées et un coffre-fort encastré. J'ai placé le trajet à l'intérieur avec la dernière lettre de Jonathan que je n'ai jamais brûlée. Puis j'ai ajouté un autre USB, les images de Rachel menaçant Élise et le scanner original de la volonté manuscrite de Jonathan. J'ai tourné la combinaison. Un clic silencieux. La porte en acier s'est fermée, propre et silencieuse. Tous les secrets ne doivent pas être révélés. Certains n'ont qu'à être reconnus. Ainsi, personne reste à nouveau lié par eux. Je me suis retourné et je suis sorti de la pièce, la lumière du soleil inclinée sur la fenêtre de la cuisine. Lee se lavait les mains à l'évier extérieur, les cheveux attachés, les joues roses de la brise. Jackson se tenait à côté d'elle, tenant un panier de framboises mûres. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier, allumé le four et glissé le moule à gaufres sur la grille centrale. L'odeur de la pâte, du beurre et de la cannelle a commencé à remplir la cuisine. Ce n'était plus une maison de secrets. C'était une maison de rire, de mémoire, de confiance. Et surtout, c'était le mien. Que feriez-vous si un jour vous vous réveilliez et réalisiez la personne que vous aimiez pendant 15 ans ne vous montrait que la moitié de qui ils étaient vraiment? L'autre moitié cachée derrière les disques durs cryptés, les testaments manuscrits et 2 confessions tardives. J'avais l'habitude de penser que le pardon était la faiblesse. Mais je suis venu à comprendre que ce n'est pas l'acceptation. C'est la sortie. Pas pour protéger celui qui vous a blessé, mais pour vous libérer de ceux qui ne méritent plus d'être transportés. Et vous, si vous étiez à ma place, connaissant la vérité, en tenant la preuve, en ayant le pouvoir de tout exposer, que choisiriez-vous? Pour pardonner, garder le silence ou prendre tout le long? Laissez vos pensées dans les commentaires. Je veux vraiment savoir quel chemin vous emprunteriez. Et si des histoires de famille, de vérité et de force intérieure vous parlent, suivez la chaîne pour ne pas manquer les prochains voyages à venir. Parce que parfois les histoires silencieuses dans les cuisines, les coffres-forts ou les cœurs sont celles qui redéfinissent.